temps long. Donc, bonjour et bienvenue à tous. Puis bonjour Daniel Canty, cher invité de cette seconde rencontre, mais la première rencontre qui est publique, donc qui est rediffusée en direct sur Facebook. Et donc, je me présente. Je m'appelle Simon Dumas. Je suis le directeur général et artistique de Rhizome, qui produit le projet qui fut une communauté de pratique. Place et posture de la littérature québécoise en ligne. Donc, c'est un projet qui vise à réfléchir à justement ça. Et en ces temps de mesures sanitaires restrictives, le projet s'est redirigé, dans le fond, là, vers 5 textes qu'on a commandés à des auteurs qui réfléchissent chacun sur un sujet, sur un pilier, on a envie de dire, du grand thème de la littérature, pas seulement numérique, mais de la littérature conventionnelle à l'ère de la culture numérique. Donc, on a eu une rencontre avec Alexandra Zemmer qui a écrit un texte qui réfléchit sur la création. Aujourd'hui, on a une rencontre avec Daniel Canty qui a écrit un texte sur la reconnaissance. Viendront des textes sur la découvrabilité, la pérennisation et la littératie numérique. Je présente aussi Mariole Lehmann. Mariole, identifie-toi. Bonjour, bonjour. Merci Simon pour l'invitation. Donc, Mariole participe au projet depuis le début en tant qu'expert en contenu. Je mets des guillemets parce qu'on verra peut-être que notre invité, Daniel Canty, critique le terme contenu. Mariole est artiste, il utilise principalement, moi je l'avais connu d'abord comme artiste sonore, mais il s'est révélé ensuite aussi photographe. Il est fortement impliqué depuis de nombreuses années dans le milieu des arts actuels indépendants. Il a notamment été directeur d'Avatar ici à Québec. Il est concepteur sonore et consultant en culture numérique, donc la raison pour laquelle il est avec nous aujourd'hui. Il complète actuellement un doctorat à l'Université du Québec en Outaouais. Donc, Mariole va animer cette rencontre avec moi. Sinon, c'est aussi une sorte de table ronde ou une discussion avec Daniel qui porte sur un texte, sur ce texte qu'on lui a commandé, qui s'intitule « Les reconnaissances » et qu'on peut lire sur le site web de Rhizome et qui a été partagé aussi sur les réseaux sociaux. Peut-être l'avez-vous vu passer. Donc, Daniel. Bonjour, Daniel. Bonjour. Daniel, on s'est rencontrés, je pense que c'était en 2004, au studio Cormier, rue Saint-Urbain, à Montréal, lors d'un lancement d'un numéro de la revue C'est Selon que tu avais cofondé. C'était, j'imagine, quelques années après ta période vancouveroise, où tu avais travaillé pour un ou plusieurs studios multimédia à l'époque, où tu explorais, avec lesquels tu explorais les nouvelles narrativités rendues possibles en cette aube en cette aube numérique que fut les années 90 puis le début des années 2000. Peut-être qu'on va en reparler. Pas longtemps après cette rencontre initiale, donc la revue C'est Selon, qui est un peu l'embryon des éditions Le Cartanier, si je ne me trompe pas, là. Donc, pas longtemps après cette rencontre initiale-là, tu vas faire paraître une série de 3 livres collectifs, justement aux éditions du Cartanier, Cité Selon, La table des matières et Livres de chevet. Je trouve intéressant de mentionner ces 3 ouvrages-là parce que c'est des ouvrages, des livres qui sont réalisés un peu comme des films dont tu aurais été le réalisateur. Et donc, c'est quelque chose qui traverse aussi le texte que tu as écrit sur la reconnaissance. Ce fantasme de ce métier qui n'existe pas, le métier d'écrivain-réalisateur. Peut-être qu'on va y revenir. Viendront des livres solos, Ouigroum, Bokiba, Les États-Unis du vent, la Société des grands fonds, pour en nommer quelques-uns. Tu as aussi tu pratiques d'autres métiers, on pourrait dire. Tu es traducteur de Michael Ondaatje, de Charles Simic, de Fred Roy et d'Erin Murray. Tu enseignes à l'École de design de Montréal, où tu as enseigné, tu me corriges si je dis des grosses bêtises. Non, tu as recommencé hier. Tu as recommencé hier, bon, fantastique. Et tu es par ailleurs dramaturge. Tu as travaillé entre autres, en tout cas à ma connaissance, avec Marie Brassard, sur au moins 2 spectacles. Donc, on voit que la littérature, tu sais, 3, donc si je disais au moins. Donc, on voit que la littérature, ça peut mener à toutes sortes d'endroits. Et puis, il ne faut pas que j'oublie de mentionner que tu es par ailleurs cinéaste. Tu as fait des études en cinéma, tu as été commissaire au Festival du Nouveau Cinéma et tu as réalisé des films, dont un dont je me souviens que tu as tourné avec un iPad, qui a été primé, si je ne me trompe pas. Oui. Film contemplatif, à l'image de ta littérature.
Et puis, en terminant, il ne faut pas oublier de souligner que tu as à ton actif de nombreuses collaborations avec des artistes de différents horizons pour travailler soit sur des expositions ou des installations ou en tout cas des processus créatifs en art actuel. On peut mentionner ce triple projet de Patrick Beaulieu qui a donné lieu au livre VVV que tu as réalisé aussi, encore une fois un peu à la manière d'un film. Ou avec Patrick Beaulieu, qui est un artiste en art visuel / photographe, arpenté le continent américain en suivant les papillons monarques dans un premier voyage. Ensuite, en suivant le vent et enfin la chance ou le hasard, avec une roue du hasard qui avait été installée sur le capot de Dodge Dart, si je ne me trompe pas, Ouais. 1969. 68. 68, je me suis trompé d'une année. Je vais mentionner aussi ta collaboration avec, peut-être que tu pourrais m'aider pour la prononciation, Mikko Ininen. C'est bon. Qui est aussi un artiste qui, à la fois, qui travaille la lumière et le son, avec qui tu as fait les installations Operator. Des robots. Des robots générateurs qui génèrent du texte. Et donc, cette démarche-là, qui est pour le moins plurielle, tu reviens dessus dans ton texte, les reconnaissances. Puis d'ailleurs, il me semblait qu'en juxtaposant la chronologie de ta démarche, comme je viens de la résumer à ce texte-là, les reconnaissances, on devine un passage. Tu serais passé d'un certain enchantement vis-à-vis des possibles qu'ouvraient ces technologies qu'on disait alors nouvelles, à une posture plus critique vis-à-vis des changements factuels qu'impose la culture numérique, mettons, aujourd'hui. En relisant ton texte, j'ai une pensée pour cette conférence de Michel Serres que Marianne m'a fait découvrir il y a 1 an et que j'ai regardé à maintes reprises depuis. On l'a partagé sur la page Facebook de l'événement, qui s'intitule « Les nouvelles technologies, révolution culturelle et cognitive ». Michel Serres présente ces changements que nous sommes en train de vivre, des changements impulsés par les technologies numériques, comme étant la 3e grande révolution de ce genre, donc culturelle et cognitive, depuis l'invention de l'écriture, puis l'invention de l'imprimerie. C'est pas rien. Il faut dire que la conférence remonte à 2007, il y a un certain décalage dans le temps. Et puis, dans cette conférence-là, Michel Serres affiche un enthousiasme certain ou un certain positivisme vis-à-vis de cette révolution culturelle-là. Il en appelle une démocratie directe. Je pense qu'il serait moins enchanté aujourd'hui, probablement. Et puis, je me disais que cette révolution culturelle qu'on devinait et puis qui annonçait des possibles enthousiasments au début des années 90, on la superpose à ta démarche ou à l'évolution de ta démarche puis à l'évolution de ta carrière. On pourrait dire que ça a pris un tournant qui était pas celui qu'on imaginait au départ. Puis j'aimerais qu'on revienne sur cette époque en superposant les débuts de ta carrière et ces promesses numériques qui n'ont peut-être pas été remplies comme on l'aurait voulu. D'accord. Donc, j'ai tendance à dire, là, quand il faut... vous savez, on fait beaucoup de demandes hein, quand on est artiste indépendant. J'ai tendance à dire que mes débuts d'écrivain sont contemporains avec l'essor du numérique. Et puis même que je dirais que j'ai été auteur et réalisateur numérique avant d'être sacré auteur-auteur. C'est arrivé un peu en parallèle, mais j'ai publié mon mémoire de maîtrise en 97, qui portait d'ailleurs sur les automates dans la littérature américaine. Ça a été publié chez Libère, ça s'appelle Être artificiel. Et ça présente un peu une dizaine de récits d'automates, une dizaine de spéculations, pas un peu, là, ça présente une dizaine de spéculations d'auteurs américains comme une préfiguration, ni plus ni moins, de l'imaginaire cognitif et numérique. Puis au même moment, j'ai été engagé, pendant que j'étais encore sur les bancs d'école, en fait, je faisais une maîtrise en édition à Vancouver par Stephen Fort, un poète du Language School, comme on dit en anglais, donc qui avait une compagnie d'édition de nouveaux médias, ce qui s'appelait à l'époque Multimédia, qui faisait des CD-ROM. Les CD-ROM étaient financés par Téléfilm Canada, l'ONF, un peu à la hauteur, en fait, d'un budget de documentaire à peu près, donc 300 ou 400 000 $.
Puis ça nous permettait de réaliser des projets quand même de longue haleine qui incorporaient le texte, l'animation, la composition, la programmation, etc. Fait que dès le départ, j'ai résolu de réaliser une adaptation littéraire sur le web. Euh, je suis un grand fan, comme les gens peut-être qui lisent mes livres le savent, d'Italo Calvino, Georges Perec, toute cette gang. J'ai lu, en fait, un des derniers essais que j'ai écrit pendant que je faisais ma maîtrise en littérature à l'UQAM, dans le cours de littérature américaine de Laurie Saint-Martin. C'était sur Einstein's Dreams, une série en fait, c'est un livre qui était vendu comme un roman, mais qui était une série de 30 variations sur la forme du temps à travers les rêves d'Albert Einstein. Puis je trouvais que c'était l'objet parfait, une espèce de livre itératif avec une contrainte thématique forte qui était celle de la temporalité, pour faire une exploration de cette forme littéraire, mais à travers les formes de l'interactivité. Et puis, l'action du livre se déroule sur 3 mois en 1905. Puis c'est une action qui est purement contemplative, purement mentale. C'est les 3 mois de ce que les historiens des sciences appellent l'année miracle d'Albert Einstein, où il va écrire 5 essais qui vont rénover complètement l'imaginaire de la physique contemporaine. Donc, Lightman, qui est à la fois un professeur d'écriture et un physicien, et un historien, disons quelqu'un qui est dans la pensée de la science aussi, a écrit ce livre qui a été marketé comme un roman, puis qui a vendu 1 million de copies, en fait, à l'international, qui a été traduit en 26 langues, qui n'a eu aucun succès en français. Et on l'a adapté pendant une période de 3 mois où on a diffusé des épisodes sur le web. Une équipe qui était montée un peu comme une troupe de théâtre, avec un compositeur, un programmeur qui créait des prototypes, un autre programmeur qui était une ancienne céramiste d'ailleurs, qui était une intégratrice, donc qui assemblait tout ça, qui était un peu la monteuse, une ancienne productrice de la CBC qui était ma principale alliée. J'étais coproducteur dans le projet, réalisateur, scénariste aussi. 2 directeurs artistiques, un japonais, un polonais, qui se sont succédés dans le projet. Puis j'ai un peu animé disons, les rencontres de création comme s'il s'agissait d'un atelier théâtral où on devait faire évoluer des formes d'interface qui allaient répondre à la contrainte poétique temporelle. Je donne un exemple. Dans un des contes, le temps est circulaire. Fait que là, on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la programmation, de la composition, de l'image pour incarner tout ça? Et on se posait la question avec chacun des épisodes qui étaient toujours construits sur une variation sur la forme du temps. Et puis là, on explorait, disons, comme on dit en design ou en ingénierie, la tolérance des différentes interfaces, c'est-à-dire l'écran, le clavier, la souris, le micro. Qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Puis qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec l'image et le texte dans ce contexte-là? Et puis, bon, c'est un projet qui avait une dizaine de milliers d'abonnés, en fait. Et puis, à la fin, le serveur a crashé, puis le public a vraiment diminué après. Mais à la toute fin aussi, la compagnie était en difficulté financière et le projet n'a jamais été publié dans sa forme finale, mais il a vécu sur le web. C'est drôle parce que cette semaine, j'ai reçu un email d'un designer psychédélique de San Francisco qui me parlait du projet en 1999, puis comment il avait suivi ça. Puis le gars, il est au courant de toute ma carrière. Je n'ai jamais vu ça. Surtout parce que ça fonctionne un peu de façon étanche, ces différents milieux-là. Ça, c'était une époque au début des nouveaux médias où cette culture de l'auteur-réalisateur semblait possible, mais ça a vite été aboli au nom d'un modèle de diffusion, en fait. Puis bon, les artistes indépendants ont poursuivi, disons, ce genre de démarche-là, mais c'est quelque chose qui n'a pas été vraiment institué. Il y a quelques cas d'auteurs-réalisateurs en nouveaux médias, mais c'est vraiment très peu. Moi, pendant des années, les gens ont dit pourquoi tu as arrêté de faire ça puis tout ça? Ben, parce que les projets étaient impossibles à financer. Les objectifs étaient toujours ceux d'un milieu plutôt que des objectifs artistiques. Et puis, moi, j'étais un fervent aussi de la croyance de
cette idée du travail d'équipe aussi, de la capacité de monter une équipe puis de travailler comme un réalisateur avec une équipe. Ce qui est vraiment une autre perspective que celle de l'artiste indépendant qui va tout faire lui-même. Puis il y a souvent une idée que ce travail-là est plus pur ou quoi que ce soit, mais c'est juste un modèle de production qui est différent. Et moi, ce que je voulais, en fait, c'était un modèle qui était proche de celui du cinéma ou du théâtre, mais qui résultait en des objets, des œuvres numériques. Et puis bon, c'est quelque chose que je continue à faire, des sites web, quoique quand on regarde la bibliographie dans un livre, ça ne va jamais être écrit. Puis c'est certainement pas les médias tels qu'ils sont constitués actuellement qui sont capables de reconnaître que ce travail-là fait partie d'une démarche littéraire qui est réelle et puis que des œuvres qui sont présentées sur le web ont une valeur symbolique, une charge symbolique qui serait semblable à celle d'un livre, par exemple. Puis quand tu parlais, Simon, si je ne veux pas m'éterniser, peut-être pour pouvoir focaliser le propos, là. Quand tu parlais aussi des livres de la table des matières, ben, je les ai souvent présentés en conférence, puis je les appelais des interfaces de papier. C'est-à-dire que je n'aurais pas constitué ces livres-là, je ne leur aurais pas donné la forme qu'ils ont s'il n'y avait pas eu ce passage par le numérique, puis cet apprentissage du numérique, qui m'a donné aussi la possibilité justement de poursuivre ce travail de réalisateur qui est aussi extrêmement difficile en cinéma en particulier, si c'est une approche vue comme étant plus poétique ou intellectuelle. C'est pas ça qu'il y a le haut du pavé dans la culture symbolique du cinéma. On a toujours cette notion là, des coups de cœur, une violence émotive, en fait, qui est très populaire. Donc, quand on parle d'œuvres plus posées, plus japonaises, plus contemplatives, c'est souvent plus difficile à faire passer parce qu'il n'y a pas un argument spectaculaire qui accompagne ce genre d'expression. Et puis, c'est peut-être quelque chose qui prend plus de patience aussi à recevoir. Je veux dire, moi, je n'exclus pas toute une palette émotive possible. Puis ça m'intéresse aussi d'autres types, disons, d'émotivité ou de couleurs. Mais il faut faire attention à ne pas toujours donner le haut du pavé au même type d'expérience. Parce qu'il y a une diversité qui se perd en même temps, une diversité imaginaire. Et puis, il faut arrêter aussi de tout réduire à du connu. Puis je trouve que le numérique, présentement, c'est un synonyme pour beaucoup de choses que ce n'est pas vraiment. Comme renouvelez-vous, l'appel à l'ordre de nos conseils des arts, qui veut dire faites du numérique. Ben, dites faites du numérique. Dites pas renouvelez-vous, parce que je pense qu'un artiste qui en vaut la chandelle, c'est toujours en train de se renouveler. Bon, j'ai dévié un peu vers un commentaire. Non, mais merci pour cette déviation. En fait, tu vois, sur cette question-là de l'auteur-réalisateur puis du travail collectif, dans les échanges préliminaires que j'ai eus avec Simon, là, on en a discuté quand même passablement. On trouvait que c'était vraiment une piste qui était intéressante parce que souvent, justement, quand on parle de la question de la reconnaissance, les premières discussions qu'on avait eues à l'intérieur de la communauté d'intérêt, on tombait un peu dans le cliché facile de les littératures numériques n'ont pas de reconnaissance parce que le milieu littéraire a tendance à favoriser le livre papier. Et donc, on tombait dans ce phénomène d'exclusion, etc. Et c'est peut-être pas complètement faux, mais je trouvais que c'était un peu facile, puis qu'on se faisait piéger par ça. Et dans ton texte, il y a notamment à un moment donné où tu parles justement de l'entreprise collective et du fait que la notion d'auteur disparaisse dans ce collectif-là. Et tu approches aussi des questions par rapport à la façon dont les plateformes numériques absorbent le travail de ces créateurs de contenu, là, entre guillemets. Et ça amène, je trouve, une autre question. Est-ce qu'il n'y a pas justement dans la façon de faire et d'être du numérique
quelque chose qui attaque directement cette notion d'autorité. C'est-à-dire que, comme j'en parlais avec Simon, quand on écoute de la musique, maintenant, on va écouter notre Spotify, il y a un fil d'artistes dont on ne connaît pas vraiment le nom, qui jouent en continu. Puis donc, c'est des playlists qui jouent, mais on se préoccupe peu de qui a réalisé, qui a interprété, qui est derrière tout ça. Et donc, dans cette absorption du travail des créateurs de toute forme par les plateformes numériques, c'est comme si on fait disparaître ces créateurs-là puis qu'on oublie la notion d'auteur. Et donc, ça devient évidemment à ce moment-là extrêmement difficile d'avoir une reconnaissance quelconque, vu on est vu comme des ouvriers d'usine qui produisent du contenu plutôt que des créateurs à part entière. Mais je trouve que c'est peut-être une aporie qui a à voir beaucoup avec la notion que tout peut se réduire à de l'information. Tu as cette idée, dans l'ontologie numérique, tout est fait d'informations. C'est comme si c'était une idée, on était soudainement arrivé à l'horizon de la compréhension universelle à travers l'idée de tout réduire à hit and bits, là, comme on dit. Et moi, je trouve que l'argument d'autorité, en fait, dans le numérique, il réside tout le temps dans ces espèces d'aplanissement ontologique. Tu sais, c'est le système de diffusion lui-même, finalement, qui devient le propos. Je pense que c'est ce que tu décris en quelque part. Tu sais, as une playlist sur Spotify, là, ils ont choisi plein de monde, tu vas en reconnaître 2, 3 là-dessus. Et puis, ça te dit que tu es dans le mood, là, puis que l'algorithme, il a checké ce que tu as choisi avant, puis là, il te fait une suggestion de playlist, puis tout ça. Moi, ça ne m'intéresse pas beaucoup, ça. Je suis trop vieux jeu de ce côté-là. Moi, je cherche plutôt à comprendre c'est quoi les objets que les auteurs nous ont livrés. Mais l'autorité, en fait, elle est donnée au médium. Elle est donnée à cette forme qui serait une forme qui accueillerait tout, puis qui permettrait de tout gérer finalement. Fait que c'est comme si on abandonnait un modèle autorial à un modèle de gestion. Et puis ça, je trouve qu'il y a un danger réel là-dedans. Puis surtout que quand les gens parlent de numérique, souvent, comme on l'a vu avec certaines initiatives qui ont été financées cette année, des initiatives d'urgence là, pour les artistes, on dit faites du numérique, les gens mettent des vidéos en ligne. Qu'est-ce qu'il y a au niveau formel de numérique là-dedans? Rien. Mais ça l'est dans la définition de gestion qui s'applique à ce terme-là. Puis ensuite, quand je parle de gestion, j'en parle aussi à un niveau ontologique. Quand on se met à dire « tout est de l'information », oui, mais rien n'est que de l'information. Fait que cet énoncé, philosophiquement, il contient un sophisme en partant. Et puis, mais les gens répètent ces formules-là. Fait qu'il y a comme un martèlement qui fait en sorte que ça semble vrai. Parce que ça n'arrête pas d'être répété. Puis on dit, on est rendu là, on est rendu à cet horizon-là de la représentation des choses. Puis c'est drôle parce que quand je réfléchissais, là, en prenant mes notes au crayon à mine, puis en mettant de l'eau dessus, j'écris de plus en plus au crayon à mine. Je trouve ça très agréable. C'est mou. C'est une très bonne interface. Mais je pensais à une entrevue avec un consultant technologique chinois dont je ne me souviens pas du nom malheureusement, mais que j'ai lu au début de l'année, puis il dit « Les gens se trompent en mettant l'emphase sur le numérique parce que la réalité, c'est que présentement, là où les changements scientifiques fondamentaux et les changements physiques fondamentaux, c'est dans la physique de la matière que ça se passe présentement. C'est ça qui va avoir un effet à long terme extrêmement prégnant sur la transformation du monde. Et puis ça, c'est quelque chose qu'on entend très peu parler, mais c'est l'idée de manipuler la matière avec la physique à haute énergie puis des affaires comme ça. Il y a un nouveau type de matérialité qui est en train de s'installer. Puis quand on pense au numérique, moi, la tristesse que j'ai pu vivre avec la non-publication d'Einstein's Dreams, ça vient de l'instabilité des plateformes, de l'instabilité des modèles de diffusion eux-mêmes. Là, vous savez, Flash est en train de disparaître. Est disparu. Est disparu, ou tu peux le retrouver là, dans des recoins du web. Puis il y a plein d'œuvres qui ont été créées il y a moins de 20 ans qui ne sont même plus accessibles.
Puis on parle de la pérennité du numérique, de sa stabilité, mais la réalité, c'est que quand, je ne sais pas, Scorsese se met à faire le projet du Anthology Film Archive, avec l'Anthology Film Archive, ils ont pu récupérer plein de choses qui existaient au début du cinéma, puis le raviver. Avec le numérique, c'est déjà problématique en moins de 2 décennies, la capacité de récupérer des œuvres. Puis on a beau dire encore avec des énoncés ontologicaux, universels, ah, ça privilégie le flux, ça privilégie le processus, c'est genre sagesse chinoise philosophique. Moi, je trouve que toutes ces idées-là, c'est des réductions un peu violentes puis rapides au nom d'un présentisme absolu. Et puis, moi, je paye à chaque année pour raviver les URL des différents sites que j'ai créés. Moi, je pense qu'une œuvre doit avoir un nom. Fait que quand des partenaires dans des projets de création m'écrivent et me disent on peut-tu archiver avec ce nouveau URL réduit que personne ne va jamais trouver avec la langue naturelle, tu sais, je dis, ben, on peut-tu payer pour continuer à avoir un titre? Puis là, c'est encore des modèles de gestion qui t'imposent une transformation continue de ce que tu fais au nom d'ajustements dans des formulaires, en fait. Puis tu sais, c'est un médium de formulaire, le médium numérique web. Fait qu'il y a comme il y a un constant travail qui est nécessaire pour subvertir l'interface protocolaire. Comme le dernier projet que je viens de mettre en ligne, je l'ai fait avec Cargo, avec la designer Michel Champagne. On a travaillé seulement à 2 sur ce projet-là. Ça s'appelle la somme des pas perdus.com, publicité. Mais le site, de le faire sur Cargo, c'est parce que c'est une interface déjà faite, ça ne coûte pas trop cher. On coupe les coûts de développement avec des programmeurs, puis on code, on ne programme pas. Il faut faire une distinction aussi. Fait que, en tout cas, sans vouloir le m'éterniser là-dessus, mais je pense qu'il y a tout un vocabulaire de base aussi qui est un peu abusif, puis qui n'est pas intégré, en fait, par les personnes aussi qui contrôlent les fonds, puis qui donnent le financement au projet. Fait que, tu sais, il y a une difficulté à un moment donné entre... moi, ça fait 2 décennies et plus que je travaille avec le numérique. Je trouve pas ça nouveau. Tu sais, je trouve que c'est quelque chose même que j'ai fait parce que je suis arrivé à ce carrefour-là dans le temps. Et puis, c'était ma seule possibilité aussi pour... là, j'avais 25 ans, 24 ans. C'était ma seule possibilité pour réaliser un projet à ce moment-là. Puis j'ai saisi l'opportunité, puis ça m'intéresse pour vrai. Sauf que je trouve qu'il y a un abus de langage grave, puis un manque de perception aussi de la finesse des formes. Moi, c'est le numérique qui m'a permis de redécouvrir le livre aussi comme objet. J'ai toujours aimé les livres, puis j'ai compris qu'on pouvait fabriquer un livre comme une interface. Et même mieux, parce qu'il y a du papier. On comprend que tu aimes le papier. J'aimerais revenir à cette époque des possibles. Donc, dans ton texte, tu mentionnes que tu es contemporain de l'aube d'Internet. Donc, tu mentionnes d'ailleurs les téléphones en bakélite, si je ne me trompe pas, et puis les modems qui se connectaient sur la ligne téléphonique. ASDL, oui. Avec un son de friture bien connu. J'aimerais revenir à cette époque où il y avait une sorte de... Il semblait y avoir comme un florilège des possibles qui se mettaient en place, puis un éclatement des limites ou des frontières, aussi des disciplinaires, donc des disciplines artistiques, où un écrivain pouvait devenir réalisateur, où il y avait cette espèce d'échange-là, puis de vases communicants entre les canaux de création, puis sur cette idée de dire, tiens, je préfère une œuvre littéraire en empruntant au modus operandi, par exemple, du cinéma. Donc en m'appuyant sur la force du collectif, quelque part. Puis je reviens peut-être aussi à ces livres que sont C'est selon la table des matières, puis le livre de chevet, où, par exemple, on pourrait dire qu'il y a une direction photo qui prend la forme d'une direction graphique, quelque part. Il y a ça, là. Et puis,
Mais j'ai l'impression que c'est des projets qui ne se feraient plus de la même façon, qui sont, en tout cas, est-ce que ce qu'on entendait par ces possibles-là, est-ce que ça a été récupéré par un système? Qu'est-ce qui s'est passé qui fait en sorte que tout à coup, on est passé à un éclatement puis une exploration à tout vent, à une sorte de standardisation des formes? Ouais, c'est parce que moi, je pense que sauf encore pour les artistes numériques qui pratiquent le médium dans les entrailles de la machine, euh, c'est surtout un mode de diffusion numérique plutôt qu'une forme. Moi, je crois que c'est une forme. Quand j'ai écrit des librettos, par exemple, pour les robots, je l'ai fait 2 fois. J'appelle ça des librettos parce que ça m'amuse. Puis l'automate s'exprime. Fait que c'est une sorte d'opéra une, voyons, pas un opéra, mais une cantate ou un. En tout cas, je pense qu'à chaque fois, l'idée, c'est de comprendre la spécificité du support lui-même. Et puis comment, on parle de contenu, mais le contenu, moi, ça m'a toujours fait penser à une pelle. Là. Tu prends une pelletée de terre, puis tu la mets dans le seau. D'ailleurs, un des programmeurs avec qui je travaillais dans les années 90, qui était assez caustique, il dit shovelware. Il appelle ça shovelware. C'est-à-dire, quand tu faisais pas évoluer le code pour épouser ton objectif là, de forme. Puis il disait, ah oui, écrire du code, c'est comme écrire de la poésie. Ça, je ne l'ai jamais cru, mais je comprends ce qu'il veut dire par rapport à sa propre esthétique puis sa pratique de façonnage plastique. Et puis, moi, je pense qu'en fait, le problème, c'est souvent aussi un problème de diffusion parce que tu as beau travailler le médium comme ça. Je me rappelle au moment d'Einstein's Dreams, c'est une série de variations. Donc, c'est une œuvre qui se construit un peu en séquence sans créer nécessairement l'épaisseur d'une courbe narrative. Pour moi, il y en avait une qui est un mouvement vers l'éveil, c'est-à-dire un retour au monde, comme un peu de Dante qui traverse les cercles de l'enfer, du purgatoire, de l'empyrée et qui revient à la réalité. Puis je voyais ça comme ça, je voyais ça un peu comme la traversée mentale d'Einstein qui traverse ces mondes imaginaires pour revenir à la structure du temps dans notre monde. Mais je me souviens qu'à la fin, les gens s'attendaient à ce qu'il y ait comme une révélation. Les extraterrestres descendent, ils font sauter le Capitole. Et puis, après ça, tu sais, l'histoire d'amour se conclut dans les ruines de l'avenir. Bon, il y a quelque chose comme ça, là, avec une espèce de crescendo. Fait que tu as l'idée qu'il y a toujours ces espèces de plaquages de courbes narratives qui satisfont comme des attentes, en fait. Puis on le sait que beaucoup de narrations qui ont un attrait, disons, masse médiatique sont construites comme ça. Fait que tu as toujours cette idée de déjà savoir quelque chose, puis de ne pas te sentir intimidé par une œuvre qui invente sa propre forme. Parce que puis là, qu'est-ce qui va arriver quand l'œuvre invente sa propre forme au niveau de la reconnaissance? C'est que tu vas te mériter l'adjectif curieux ou encore inclassable. Que si vous pouvez, il y a quand même beaucoup de commentaires sur mes livres, mais c'est 2 des mots qui reviennent les plus souvent. Que ce soit mes livres ou quand je fais un film, où c'est toujours atypique, curieux, inclassable. Bien, à un moment donné, tu sais, un artiste, ce que ça fait, c'est que ça invente un chemin à travers cette question à longueur de vie qui est celle d'une pratique. Qu'est-ce que je lisais cette semaine? Oh, c'est Oliver Sacks, le neurologue, en conversation avec Lawrence Weschler, qui disait que la vie entière de Weston Oden était une question comme la sienne, c'est-à-dire la vie de Sacks aussi. Puis je pense qu'en quelque part, tu sais, ça prend, pas pour vanter là, une posture plutôt qu'une autre, mais ça prend du courage pour suivre ça. Parce que je me souviens, moi, une des choses qu'on m'a dites, je collaborais avec la cinéaste d'animation Marilyn Turcotte, puis j'ai écrit le scénario de son premier film, ensuite avec elle, des dialogues pour le deuxième. Puis je me rappelle un animateur avec qui elle travaillait qui me dit, oui, il dit, t'es un auteur, mais je te connais pas, je connais pas ton nom. Puis il était très inquiet du fait que je collaborais avec la personne dont le film circulait beaucoup.
Et puis non, il n'en avait pas entendu parler dans les médias de mon existence. Puis je voyais l'inquiétude, le nuage, l'ombre traverser son visage, comme « Ah non, le cahier D ne m'a pas informé à temps de ton existence, ça n'a pas été validé. » Puis, fait qu'il y a une culture consensuelle, en quelque part, qui joue contre la culture. Et puis, parce que la culture, c'est quelque chose qu'on invente en vivant. C'est pas simplement quelque chose qu'on nomme et dont on devient propriétaire, puis qu'on identifie, on identifie les jalons principaux comme une peinture à numéro, une énumération. Tu sais, c'est l'existence des poètes au Québec, lesquels sont connus, tu sais, la poignée qui sont connus versus tout le pullulement. Puis je veux dire, après ça, ça prend du courage pour continuer dans ces voies-là. En art visuel, il y a une liberté qui est plus grande souvent. Art visuel, mais quand je dis art visuel, là, il peut y avoir de l'électricité et tout le reste. Mais ce que je veux dire, dans les pratiques qui viennent de la plasticité en partant, puis où souvent aussi on se fait dire que quand on écrit, on n'est pas dans la matière. Ben, je m'excuse, mais pas mal tout est fait de matière, y compris le langage. Et puis, si tu n'es pas sensible au fait que c'est une matière, ben, c'est ton problème. Mais en même temps, c'est un travail plastique aussi. Puis là, mais ça, c'est pas tous les écrivains non plus, les écrivaines qui sont sensibles à ça. Il y a des gens pour qui la littérature, c'est des histoires, puis moi, je ne dis pas que c'est juste du langage, je dis que c'est du langage avec tout le reste de ce qui peut passer au travers. Puis que le langage, comme matière, peut avoir une influence sur toutes les formes qu'il rencontre. Fait que quand on me demande de faire un robot, je ne suis pas juste là pour remplir le robot de mots. Je suis là pour m'asseoir dans la grange aussi, puis jouer avec l'électricité, avec Miko, puis regarder ce qu'on fait, qu'est-ce que ça a l'air, aller magasiner les 2x4, puis les tubes de néon, puis c'est lui qui fait tout ça. Mais en même temps, il faut que je sois conscient de toutes les tolérances de cette matière-là pour pouvoir vraiment donner parole à l'automate. Même chose avec, j'ai collaboré aussi avec Karsten Ergenzinger, une artiste de Berlin, et Tom Laplé, son mari, qui est ingénieur d'instruments scientifiques de précision. Et puis, c'est des automates scripturaires, donc c'est des automates qui sont tirés de boîtiers de machines ATM, machines bancaires, qui sont libérés sur une bande de papier pour écrire. Puis quand on s'est assis pour faire la dramaturgie du projet, Tom, on a pris les documents techniques des petites machines à imprimer qui venaient du Japon, qui sont pareilles, là, comme quand vous payez votre café là, avec votre carte de crédit, puis tout ça, qui sont libérés de leur coquille, puis circulent sur la bande de papier. Peu importe, vous irez voir si ça vous tente, ça s'appelle Wanderer, Karsten Ergenzinger. Et puis on s'est assis avec Tom, puis on a décodé ce qu'on appelle les technical riders, c'est-à-dire la tolérance de la température des automates, le nombre d'heures qui peuvent circuler, tous les paramètres physiques de l'appareil. C'est à partir de ces paramètres physiques-là qu'on a imaginé l'ontologie du monde des automates. C'est-à-dire, moi, la narration qu'ils vont écrire sur les bandes de papier, elle est informée par les paramètres techniques, entre autres, puis les discussions sur la nature du temps, etc. Et puis c'est ça qui finit par créer le personnage, puis créer l'expression du personnage. Mais pour moi, c'est des exercices que je trouve qui sont propres à la littérature aussi, de pouvoir se projeter dans quelque chose qui n'a pas de parole, et puis lui donner parole, ou donner parole à cette chose-là. Daniel? Donc, oui. Donc, oui, c'est René qui l'a parlé? Non, c'est Mariole. Non, j'avais une question pour Daniel, mais tu peux y aller. Là. Mon ordinateur lag, je ne voyais pas tes lèvres bouger. Oui, en fait, j'allais dire, donc ce travail de collaboration-là, puis il peut se faire non seulement avec des gens, de collaboration, ce travail collectif, mais aussi avec des robots, avec de la matière, avec des machines. J'aimerais ça qu'on aborde peut-être plus frontalement la notion de reconnaissance, peut-être en rebondissant sur une évolution de ce que ça voulait dire, c'était un travail collectif ou un travail en communauté. Donc, au début des années 2000, quand tu travaillais, par exemple, sur Einstein Dream, la structure de ce travail collaboratif-là, ou même sur, par exemple, sur les livres cités selon la table des matières,
la structure empruntait soit au cinéma ou au théâtre. Mais là, il y a une autre structure de travail communautaire qui s'est mise en place dans la culture numérique. Et puis, tu fais d'ailleurs un jeu de mots dans ton texte. Plutôt que de dire argument d'autorité, tu parles d'argument d'autorité. Donc, il vient d'auteur. Je sais qu'on en a parlé tantôt, mais je ne sais pas si c'était. Moi, je n'entendais pas si vous disiez autorité ou autorité. C'est Donc, néologisme. l'autorité, mais c'est vrai que... Donc, tu parles dans ton texte d'arguments d'autorité qui tendent à disparaître dans des travaux communautaires ou collectifs, comme par exemple Wikipédia. Tu sais. Et puis, on se disait hier, justement, en discussion préliminaire, Marielle et moi, que c'est peut-être la structure que la culture numérique qui est en train de mettre en place. Donc, une structure comment j'ai envie de dire, de production de culture, tu sais, qui est incompatible avec la notion même d'auteur et donc de reconnaissance. Oui. Je ne sais pas si tu veux préciser ma question, Marielle. Oui, ben en fait, il y avait cette idée, mais je pense je l'ai abordé déjà un petit peu On l'a tantôt abordé, avec mais je pense qu'on peut aller Daniel un petit peu plus loin. ouais, on peut probablement aller plus loin là-dessus. Là. Puis en fait, ça revient un peu aussi à la question que je voulais poser à Daniel, qui est cette position plus critique par rapport au numérique, parce que quand il nous glissait ce mot sur la réinvention et qu'il disait, dans le fond, fait du numérique, là, premièrement, je suis très d'accord avec cette question de réinvention, mais ce qu'on constate aussi, ce qu'on a constaté ce printemps, c'est que cet aspect extrêmement jovialiste qu'on a par rapport au numérique, qui semble être la solution à tous les problèmes, Ben oui. il y a une absence totale de position critique par rapport au numérique dans cette position-là, hein, de dire que ben, on ferme les salles de théâtre, mais c'est pas grave parce que de toute manière, le numérique est là pour nous sauver. T'sais. Puis donc, c'est cette position jovialiste-là qui est encore plus jovialiste que Michel Serres. Il faut quand même y aller fort. On voit qu'il y a une évolution là-dessus, je dirais même un dérapage. On perd la position critique par rapport au numérique qui me semble absolument essentiel. Ben oui. Oh, excuse-moi. Oui. Non, oui, vas-y. Ben, c'est parce qu'on privilégie le faisage. C'est ça, tu sais, moi, j'ai eu une période quand même... je m'intéresse encore, là, il ne faut pas se tromper. Tu sais, je viens de sortir un nouveau micro-site web, puis etc. Là. Sauf que je trouve qu'il y a une... vous voyez les grosses compagnies là, qui font de l'événementiel multimédia, là, qu'on nommera pas directement, pour lesquels j'ai travaillé. La dernière chose qu'ils veulent, c'est des scénaristes. Ils veulent livrer quelque chose qui fait marcher les machines, qui fait marcher les lumières, qui fait marcher le son et lumière, puis tout ça. Le scénario, c'est pas important parce que c'est l'effet technologique qui est regardé. La présence de la technologie puis le facteur wow là-dedans. Moi, je comprends pas, tu sais, comme des fois le manque de jugement esthétique, par exemple, sur le CGI, tu sais, sur la texture graphique ordinée, tu sais, qui crée une espèce de nivellement dans les formes de représentation. Il n'y a plus le travail lui-même, tu sais, je me souviens à l'époque, quand Minority Report était sorti, le film de Spielberg, là, il y avait un vrai travail sur la lumière numérique, puis tout ça, puis j'avais trouvé ça impressionnant parce qu'il y avait un vrai travail plastique de texture qui était différent disons, du code de représentation. Puis je pense que de plus en plus, les formes numériques aussi, elles se déposent dans le réel. Hier, je donnais le cours de design. J'aime toujours dire la phrase « La gestion est l'ennemi de l'humanité ». Et puis après, je parlais du design vectoriel, comme tu vois, sur la place Valois, sur la rue Ontario. On est content qu'il y ait une place publique, mais ça a l'air d'un graphique d'ordinateur. Les bancs ont l'air des polyèdres, vectoriels, parfaitement placés. Moi, je regarde ça, je vois un logiciel qui s'est exprimé plus que l'architecte d'environnement, le designer. Puis de plus en plus, on privilégie
l'outil technique versus la représentation elle-même. Comme si, OK, c'est numérique, comme tu dis, il y a un jovialisme, c'est numérique, fait que c'est bien. Mais tout le monde le sait, je pense, que c'est pas complètement satisfaisant, tout ça. Et puis que c'est pas nécessairement des expériences de vie fondamentales là, qui sont proposées. Puis que de plus en plus, je pense aussi, même les artistes qui ont travaillé pendant des décennies, je pense à The User, par exemple, quand je travaillais avec eux sur le livre rétrospectif, puis Emmanuel puis Thomas, ils disent, on n'est pas des artistes numériques, on est des artistes. Puis, par contre, leur carrière a été propulsée par leur association numérique au départ. Puis c'est vrai que c'est une composante qui est toujours là dans le travail qu'ils font, comme la symphonie pour imprimante matricielle ou le xylophone qui dépendent de processus numériques. Fait qu'il y a toute cette idée à un moment donné d'une sorte de valeur absolue, puis aussi d'une synonymie entre le numérique et l'avenir. Puis là, quand on voit qu'un projet comme Einstein's Dreams qui date de 99, puis un problème d'archivage fondamental, comment tu peux appeler ça un avenir, à un moment donné, quand tu n'es même pas capable d'avoir une forme qui va rester en mémoire? Puis par définition, à un moment donné, je comprends l'idée que c'est l'avenir, mais c'est surtout le présent. Puis il ne faut pas penser aussi, puis ça, c'est un des arguments qui traverse mon texte, le substrat de la computation actuelle, là, Flash disparaît, puis X disparaît, puis c'est dur de trouver du monde qui font du JavaScript, puis tout est en train de changer, puis au niveau des protocoles. Mais le substrat même de la computation va probablement changer dans les décennies à venir. Fait que tout cet intervalle de la computation digitale, moi, je pense qu'il ne va pas durer éternellement. Puis d'ailleurs, il y a un bon livre qui vient de sortir de George Dyson qui s'appelle Analogia, sur le retour de l'analogique comme horizon, en fait, de la computation. Et puis ça, c'est là qu'on ouvre aussi sur ces technologies dont je vous parlais, de la matière, les nanotechnologies, toutes ces patentes-là, où l'ordinateur, c'est un traducteur, en quelque part. C'est une machine qui nous permet de manipuler des échelles de phénomènes où la perception humaine n'est pas capable. Je vais vous donner un exemple très concret. À Montréal, c'est pour ceux qui sont à Québec, je ne sais pas, mais la Bourse de Montréal, n'est-ce pas, cette tour noire qu'on voit d'ailleurs quand on est dans les parcs à Saint-Anne, puis qui est toujours là à l'horizon, à flotter comme un UFO. À côté, comme un ovni, à côté de ça, ils ont construit, entre la place Bonaventure puis la Bourse, ils ont construit une ferme à serveurs géante à côté du terminus d'autobus qui va à la Rive-Sud. C'est un building opaque, sauf pour l'escalier, où c'est ce qu'on appelle un switch hotel. C'est là que ça transite l'information dans les serveurs qui sont à des températures semblables à celles d'un vivarium pour lézards, n'est-ce pas? Parce que les machines vivent à une autre température que nous. Il ne faut pas l'oublier, même s'ils produisent une trace carbone immense, à peu près égale à celle du Japon au niveau de l'écologie mondiale. Ça, c'est quelque chose qu'on ne dit pas souvent, mais la masse du réseau informatique, elle se situe parmi les plus grands producteurs de pollution carbone au monde, beaucoup plus dommageable que l'industrie du papier. Donc, la ferme à serveurs, elle sert à accélérer les transactions boursières entre Montréal et le New Jersey. Puis ça se fait à une célérité, donc à une vitesse qui est impensable pour un opérateur humain. Puis c'est ça l'ontologie des machines, c'est une ontologie de l'accélération, c'est une ontologie de la création d'une hyper-réalité qui est juste accessible à travers la transduction des machines, qui, elles, sont capables d'aller à ces vitesses-là. Daniel, oui. Sur cette question de l'accélération, là, justement, je trouve qu'il y a quelque chose aussi qui est lié à la reconnaissance, c'est-à-dire que quand on voit l'appropriation que les plateformes de contenu ont fait
du numérique. On est aussi dans ce truc du contenu, de toujours avoir du nouveau contenu, de toujours jeter. Donc, ce truc du flux-là, il est poussé à son maximum. Et évidemment, c'est un peu ce dont je parlais avec Spotify tantôt, mais qu'on peut voir avec d'autres exemples. On a toujours besoin de nouveaux contenus, d'où l'importance d'avoir des créateurs de contenu. Mais ça est vraiment ancré dans un principe de consommation, de consommer et jeter le plus rapidement possible. Fait que Ouais. je voyais aussi dans ton texte, tu approches ces questions-là, puis encore là, on voit qu'il y a comme une incompatibilité avec ce qu'est devenu le numérique. Et là, donc, je ne tiens pas compte des promesses que le numérique pouvait faire à ses débuts, mais ce qu'il en est devenu par cette appropriation-là, par le capitalisme. Ouais. Et évidemment, ça ne laisse aucune place à la pérennité, ça ne laisse aucune place à la reconnaissance parce qu'on veut juste du nouveau contenu qui va remplacer l'ancien, puis on se débarrasse de l'ancien. Ouais, Alors, il y a quelque chose là, directement dans l'essence même de ce qui est devenu le numérique qui est comme incompatible avec ces questions-là de reconnaissance, non? tu sais, là, je partais sur mon histoire de Switch Hotel puis tout ça, mais moi, ce que je dis souvent, c'est que le miroir noir, c'est que ça le réduit, comme Saint-Augustin dirait, ça le réduit le moment de la parenthèse du présent. Ça l'a rendu un moment de plus en plus petit, consommable et monnayable. Fait que quand je parle de la célérité, par exemple, des transactions qui sont accélérées, puis que le trader humain, il peut juste comme s'atteler à la machine puis suivre la machine. Il ne peut pas trader aussi vite avec son téléphone comme dans un film des années 80 que la machine lui permet de faire. Puis ça rend le système, le métasystème capitaliste extrêmement performant. Ça le rend plus performant, en fait. La métaphore sociale, disons, de l'Occident, puis de plus en plus mondialisée, en devient juste plus efficace et le moment consommable devient de plus en plus petit, puis de plus en plus important aussi comme moment de vie, si tu veux. Fait que à tout moment, ça peut te coûter 2 cents. Puis en plus, tu payes pour travailler pour l'agence de pub. Fait que ça, les gens commencent à comprendre que Facebook, le livre des visages, c'est une agence de publicité pour laquelle tu travailles gratuitement. Puis, à un moment donné, aussi, quand on est dans une démocratie, puis soudainement, il y a des hélicoptères qui survolent les quartiers, puis le corps policier dans la rue à partir de 20 heures pour des raisons qui scientifiquement me semblent pas tout à fait solides. C'est qu'une abdication, à un moment donné, au nom d'une illusion de liberté. Et puis, cette illusion-là, elle est entretenue par ces monopoles américains, en général, qui dominent le web. Je me rappelle Jaron Lanier, je ne sais pas si vous voyez, là, sûrement Jaron Lanier, un des pionniers là, de la réalité virtuelle, puis un des premiers artistes numériques reconnus comme tel, un gars avec des gros dreads, qui a écrit un livre qui s'appelle You Are Not a Gadget. C'est assez bon, ça, d'ailleurs. Puis ça parle de cette idée de la gadgetisation de l'individu lui-même et de son instrumentalisation au nom d'un capitalisme d'efficacité immédiate. Puis c'est sûr qu'à l'intérieur de ces canaux-là, il y a des subversions qui sont possibles, mais c'est des subversions qui sont extrêmement balisées et puis qui sont extrêmement... en fait, quand on est sur le web, il faut aimer les formulaires. Moi, je pense souvent à Facebook comme une espèce de test de marketing constant. C'est comme si tu étais tout le temps en train de remplir un sondage de marketing avec une question en développement. Et puis, moi, je ne suis pas très actif là-dessus pour des raisons qui vont vous sembler évidentes. Mais tout ça, je trouve que il y a comme une illusion sur c'est quoi au nom d'une sorte d'excitation émotive aussi. Une sorte d'idée, que au début, on disait que c'était tellement démocratique, puis tout ça, même. Puis c'est vrai que ça a servi à des mouvements de foule, pendant le printemps arabe, par exemple, etc. Mais il y a une capacité de récupération incroyable dans ces médiums-là. Puis ce que disait Lanier au début, il dit le web the web naturally breeds monopolies. C'est-à-dire que la tendance naturelle du web, c'est de créer des monopoles. C'est facile à voir avec les 12 ou 14 applications qui sont passées dans le langage commun. Si on dit engin de recherche, qu'est-ce qu'on dit?
on dit Google. Si on dit librairie en ligne, on dit Amazon. Si on dit musique en ligne, on dit probablement Spotify, peut-être iTunes. C'est encore des petites zones comme ça où il y a un ou deux compétiteurs. Puis ce qu'on pense, ben, tu sais, je dis on pense jamais, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le pensent, mais c'est même au début de l'année, quand je donnais un cours à l'École nationale, puis on choisit Zoom comme plateforme. Je disais, est-ce que vous avez fait une étude de comparable pour voir s'il n'y avait pas des logiciels libres, par exemple, qui permettent de faire la même chose sans donner une licence à une grosse compagnie américaine? Ben non, parce que l'inertie naturelle, c'est d'aller vers ce qui est médiatisé, puis de ne plus le questionner. Fait que, puis là, on est sur Zoom. Là, mais c'est souvent ces plateformes-là aussi qui ont les moyens de leur stabilité technologique parce qu'ils ont des capitaux énormes qui rentrent, puis ils peuvent acheter tous les ingénieurs qu'ils veulent. Là, je trouve C'est intéressant que depuis tout à l'heure, on est en train de la cerner un peu, cette structure que la culture numérique met en place, une structure qui a probablement été récupérée par des grandes compagnies. Ben, c'est eux qui l'ont créée. Oui, c'est ça, oui. Mais c'est parce qu'au début, il y avait quand même une espèce de... C'était quand même un espace de liberté absolue, où tout était possible. C'est l'armée qui a créé l'Internet. Oui, je sais. ARPANET. Oui. Non, mais c'est une technologie militaire là, au départ. J'aimerais qu'on, dans ce contexte-là, c'est ça, dans ce contexte-là, on est en train de tranquillement définir la structure en donnant des exemples en tournant autour. Mais donc, toi, tu parles de la disparition de l'argument d'autorité dans ton texte. Que devient la figure de l'auteur? Ben, ça dépend à qui, tu sais, je veux dire, il y a l'Internet, c'est un théâtre en même temps, ça te permet de te représenter toi-même. Il y a des pratiques qui sont très liées à ça, d'autofiction, etc. Bon, puis ça peut être très valable. Mais moi, c'est plus la difficulté que j'ai ressentie dans mon propre parcours puis ma propre façon dans ma façon de voir les choses, de vouloir faire les choses. Je veux dire, moi, je continue de travailler en équipe sur les livres aussi. Mais plus ça va, plus l'inertie qui est liée à ces collaborations-là, je la trouve pas payante. Puis plus ça va, plus j'ai le goût de faire des livres avec pas d'image dedans, élégants, typographiquement très élégants, mais d'arrêter de me péter la tête à essayer d'installer quelque chose que les gens sont incapables d'interpréter, en fait, en partie. Puis je dis pas que je vais pas continuer à en faire des projets plastiquement ambitieux. C'est sûr que tout le côté pratique artistique. Mais cette figure de l'auteur-là, est-ce qu'il ne faut pas un peu la forcer dans cette structure-là qui favorise plutôt l'anonymat des créateurs de contenu? Oui, mais ça, c'est comme... Moi, je trouve que c'est à double tranchant parce que c'est... Tu sais, moi, j'ai gagné ma vie beaucoup comme idéateur puis comme concepteur, tu sais, pour des projets qui sont payants parce que c'est pas de l'art. Tu sais, dans le sens qui t'engage à cause de ta compétence artistique, mais tu es payé cher dans la mesure où tu es willing de mettre de côté le fait que tu es un auteur. Parce que tu n'es pas Michel Tremblay, puis c'est pas ça qui va vendre le show. Tu sais. Puis souvent, quand ça vend le show, puis qu'il y a un auteur littéraire qui est associé, l'auteur littéraire ne fait pas vraiment le travail multimédia. Fait qu'une bébite comme moi, tu sais, qui est capable de réaliser le projet, c'est le fun, sauf qu'à la fin, il ne te donne pas ce qui te fait battre ton cœur, qui est d'être l'auteur. Puis parce que tu l'es en quelque part. Puis je me souviens à un moment donné avec une compagnie que je nommerai pas, j'ai développé un projet avec eux pendant 8 mois. Puis là, après, ils l'ont donné à une réalisatrice qui était une intégratrice multimédia, très compétente. Mais ce n'est pas une réalisatrice au sens d'avoir un point de vue d'auteur sur quelque chose. Et puis là, ils me rappelaient pour les réunions avec les sous-traitants, les gens qui faisaient les effets spéciaux pour The Fountain, puis des films comme ça. Là. Et puis là, ils me payaient à l'heure pour aller faire les présentations à leur place. Puis après ça, je me faisais dire, ben là, Dan, c'est pas un projet d'art, là. Puis, sauf qu'ils ne pouvaient pas le présenter eux-mêmes si je n'étais pas là. Puis là, moi, à ce moment-là, j'ai fait comme, OK, il faut que j'arrête de faire ça, ces affaires-là, ça n'a pas d'allure. Puis la réalité, c'est que c'est une bataille pour la propriété. Puis quand tu es un auteur, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux écrire, tu veux créer, tu veux être capable de donner généreusement
même si tu es payé cher, c'est généreux pareil. Généreusement, ce que tu es capable de faire. Puis on n'est pas dans un contexte présentement où le talent est récompensé nécessairement. Le talent est Mais en plutôt... fait, il y a un double contexte, c'est-à-dire que tu vas avoir soit ce dont tu viens de présenter, c'est-à-dire que tu sois, quelles que soient les tâches que tu fais, tu es employé par l'entreprise et donc la propriété intellectuelle demeure à l'entreprise. Ce qui est Ouais, par exemple le modus operandi, mettons, des jeux vidéo, de ce genre de choses-là. oui, oui, exactement. Donc, on t'engage, ça c'est une chose. Ou sinon, ben, pour accéder à ces réseaux-là, ce que tu fais, c'est que tu produis du contenu gratuitement pour Facebook, C'est ou ça, ce et genre de d'autres choses. plateformes. Ou d'autres plateformes, c'est ça. Je parle de Facebook, mais à peu près toutes ces plateformes-là, on est encore dans la production de contenu. Puis effectivement, dans les deux cas, ce qu'on a, c'est une appropriation du travail des créateurs Ouais, par un système capitaliste qui est là pour bonifier ses revenus, mais qui n'est pas là pour... de bonté de cœur. non, pas de bonté de cœur, clairement. Puis en même temps, moi, ça me soulève une question parce que quand Simon, tantôt, il parlait de cet utopisme, par exemple, qu'on avait au début du web, de cette image très utopique que Berners-Lee met encore de l'avant maintenant en essayant de récupérer le bébé qu'il a perdu, là. Je me demande si on n'a pas, comme artiste, une certaine responsabilité d'aller mettre du sable dans les engrenages, même si on a l'impression que c'est complètement vain Ben oui, mais devant la puissance de ces machines-là. Mais même si on est 20, il me semble qu'il y a, comme artiste, on a une responsabilité d'aller juste essayer de saboter ça d'une certaine façon ah oui, qui moi je suis... souvent est vain, mais il me C'est semble pas qu'on doit le vain, faire. c'est plutôt frustrant, tu sais, souvent, parce que, tu sais, à un moment donné, tes standards de qualité, tes standards esthétiques, c'est toi qu'il faut qu'ils les connaissent, tu sais. C'est pas... le milieu est souvent en retard sur qu'est-ce qu'il peut faire, tu sais. Je veux pas être prétentieux, mais c'est... souvent, il y a une naïveté ou une espèce de satisfaction d'être dans des positions de pouvoir, dans des positions de décideurs. Puis en quelque part, il faut que tu analyses les moyens de production, puis voir qu'est-ce que tu vas être capable de faire, même dans un contexte qui est fait à perte. Moi, je me souviens justement les livres qu'évoquait Simon de la table des matières. J'avais été invité chez Artex, tu sais, pour faire une résidence. Ils ont été super généreux avec moi. Ils m'ont vraiment suivi dans ma volonté de faire des choses. Mais au début, ils me disent, puis, tu as eu des subventions pour ça? Bien, j'ai eu 0 subvention pour les 3 livres de la table des matières. C'est des projets qui ont duré pendant 5 ans. J'ai eu une subvention de traduction de 1 000 pour, parce que c'était le nombre de mots qu'il y avait à traduire. Puis là, tout le monde pensait que j'avais eu plein de bourses en art visuel pour faire ça, tu sais. Puis moi, je pense que ça n'aurait pas passé avec des jurys d'art visuel parce que les artistes avec qui je travaillais, c'est des artistes, il y avait Annie Descoteaux quand même, mais c'est des artistes qui se situent beaucoup du côté du graphisme et de l'illustration, puis dont je détournais une pratique qui pouvait sembler plus, disons, commerciale au départ ou communicationnelle. Puis même quand j'applique en littérature puis j'applique au programme régulier, disons, avec des projets qui incorporent d'autres composantes que juste le texte, si tu finis pas premier dans ce temps-là, là, dans le jury, ils savent qu'il y a une cohérence à ce que tu fais. Puis ensuite, si tu vas en art visuel avec ça, ben, il y a trop de littérature. Fait que il y a vraiment comme un moment donné, tu te retrouves tout le temps dans une espèce de craque entre les affaires. Puis après, tout ce discours sur le numérique, ben, comme je dis, moi, je trouve qu'il n'est pas clair. Il n'est pas... on ne va pas financer un livre comme des livres comme ceux de la table des matières parce qu'on dit qu'on finance le support, puis en numérique, on finance le support. Fait qu'il y a quelque chose qui n'est pas réfléchi là-dedans. Là. Il y a comme une priorité qui est politique. Et puis, ben, quand un objectif administratif devient plus important que les objectifs esthétiques, on est en train d'endommager le secteur des arts, à mon avis. Et tu n'as pas l'impression, Daniel, si tu me permets, qu'on est là dans la position très traditionnelle de l'art par rapport à la société. L'art est toujours là pour foutre le bordel un peu. Tu as dit le mot que j'avais en tête depuis tout à l'heure, cette idée de détourner. De la même façon, on le voit que les artistes numériques, souvent les plus intéressants, c'est ceux qui vont détourner des plateformes, qui vont
transformer l'usage qu'on peut en faire pour essayer de les pervertir ou de monter leur travers ou de l'utiliser autrement complètement. Et depuis tout à l'heure, en tout cas, le bout que j'ai pu attraper, tu as toutes sortes de formulations qui montrent ce rapport, pas nécessairement d'opposition, parce qu'il y a un petit peu quelque chose de frontal et d'enfantin, de dire je me mets contre ou tu dis blanc, je vais dire noir, mais de se positionner autrement. Tu parlais de ce foutu arc narratif du storytelling qu'on voit dans bien des cas. Puis quand on regarde un peu ce que tu fais, souvent, tu vas essayer de construire les choses, choisis l'image qui te plaît le plus, soit en poupée russe, soit en plure d'oignon, soit en concentrique. Et autant la Société des grands fonds que Wigroom sont construits de cette façon-là, par petites couches qui s'ajoutent et qui souvent finissent par être perméables au monde réel ou à se confondre avec le monde dans lequel on est. Ces structures-là, pour prendre l'image de la Société des grands fonds, l'eau qui tourbillonne dans le renvoi du bain, font en sorte que tu refuses cette espèce de flux continu, celui du numérique si on veut, au profit d'objets qui vont être refermés un peu sur eux-mêmes, qu'on doit explorer, qu'on doit creuser pour aller vers le cœur principal, et où on refuse simplement d'occuper une case dans la continuité du temps qui file. C'est comme une sorte de pause, une sorte d'échappée peut-être en dehors du temps. Mais c'est même pas un refus parce que c'est de même que je fais les choses. Dans le sens que c'est pas un positionnement. Moi, je fais pas les choses pour qu'elles soient curieuses, ou qu'elles soient. J'ai fait comme ça parce que c'est ça l'appel de la forme. Et puis, moi, ça me semble normal qu'une œuvre invente sa propre forme puis qu'elle soit une forme de vie. Mais moi, ce à quoi ça me faisait penser, ce que tu disais, c'est que le web, c'est très 2D, c'est comme Flatland, si tu veux. Mais moi, j'ai toujours une conception des œuvres comme étant des espaces-temps. C'est-à-dire que même quand je conçois un texte, pour moi, c'est un espace, c'est une architecture. C'est pas juste une ligne du temps qu'on déploie, mais c'est un espace que j'investis avec différentes temporalités. Puis je le vois vraiment comme ça, je le vois comme une espèce de topologie. Tu sais, c'est la branche des mathématiques. Michel Serres utilise ce terme-là d'ailleurs dans sa conférence. C'est l'idée des transformations continues. Comment tu suis ça? Moi, je suis du genre à faire un plan, mais je vais l'oublier 10 minutes après, puis je vais me mettre à construire comme des résonances plutôt. C'est ça qui m'intéresse, c'est l'idée, c'est comme une écriture des champs, au sens CHAMPS, comme la physique quantique, c'est une physique des champs. C'est une écriture de l'enchevêtrement que je pratique. Puis moi, j'aime ça aussi. J'ai écouté The Third Man hier, Third Man, de nouveau. Puis il y a quelque chose de ça dans le film, en plus de cette espèce de ligne qui traverse. Puis tant que la question est active, puis que tu construis avec une question qui est active, tout est valable. Mais il ne faut pas non plus comme tout réduire à du connu. Puis en quelque part, pour moi, un livre, c'est un univers. Ça ne veut pas dire que ce qui est le plus important dans le livre, c'est le début puis la fin, mais c'est ce que ça met en circulation dans l'expérience du livre. Puis souvent, ton ancrage dans un livre, tu vas le trouver à la page 92, plutôt qu'à page 1 puis à la page 300, mettons. Fait qu'il y a toute cette idée aussi je sais pas, je pense souvent aux structures des grands gestes poétiques, comme justement la Divine Comédie, qui est toute une série de cercles concentriques, puis construite dans un conte. Moi, ça, c'est le genre d'affaires qui me fait triper, de penser à ces choses-là. Puis quand je pense à un livre, je le pense comme ça aussi, fait que je le pense comme une sorte de montage puis d'architecture. Puis ça, c'est quelque chose qui est peut-être pas commun. Puis c'est peut-être que ça vient du fait aussi que j'ai été formé comme réalisateur, mais moi, je dis que je suis écrivain, mais je pourrais bien dire que, comme le monde aime ça dire que je suis un artiste multidisciplinaire. Mais non, je suis un écrivain qui travaille comme ça. Puis ça me permet aussi d'aller vers les autres médiums, puis de les utiliser, puis de les mettre à bon escient. Après ça, bon, la capacité c'est pas nouveau, ça. Il y en a toujours eu du monde comme ça. Fait que c'est pas... un travail de la forme, c'est un travail de la forme. C'est pas dans le sens d'être formaliste. Moi, je suis zéro formaliste, je suis un comique.
J'aime la forme puis la structure, mais c'est pas ça le but. Puis il ne faut pas confondre. Il y a un but émotif aussi. Puis d'ailleurs, tout mon texte sur les reconnaissances, c'est basé sur la métaphore de la reconnaissance des visages, la reconnaissance de la voix, la reconnaissance formelle qu'on injecte dans nos machines pour dire qu'un jour, ils vont nous rendre notre regard, ils vont nous répondre. Puis moi, la question, je sais que ce jour-là, ce n'est pas maintenant. Puis quand ça va être ce jour-là, ben, ça va être un visage qu'on ne reconnaîtra même pas qui va être devant nous. Ça va être quelque chose qui s'appartient en propre, puis qu'on ne peut même pas imaginer, à mon avis. Puis c'est cette poésie-là, à un moment donné, que moi, je pense que la structure de l'univers est poétique. Et puis que quand Simon, sur la feuille, me disait quelle serait la définition de la littérature, ben, c'est une saisie, c'est une connaissance amateur de la littérature, c'est une connaissance non spécialisée, où la seule chose qui est certaine, c'est qu'on est champion dans l'amateurisme, dans le sens où on est les dilettantes absolus. C'est ça qui est le fun dans la littérature, c'est que ça prend des outils les plus soft de la communauté humaine, le langage qui peut être très violent, qui peut être très intime, qui a toute une palette. Et puis, ben, ça travaille pour recréer l'univers, là, pour poser la question de c'est quoi ça l'univers, comme dirait Richard Desjardins. Oui. En tout cas, mais c'est cette logique du flux là, absolu, c'est comme une vue de l'esprit en même temps. C'est plutôt une fragmentation constante, le web. Moi, quand mon speaker Bluetooth, il se met à faire touk, 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 ça m'énerve. Puis je vais être dans le flux analogue, là. Alors, donnez-moi l'analogue. On veut l'illusion de l'analogue, la vraisemblance analogue. C'est ça qu'on veut du web. Fait que là, on parle de flux constant, mais c'est tous des petits carrés, des formulaires puis des sous-formulaires. Tu sais, on est dans le théâtre du timbre-poste, là. Tu sais, fait que c'est un découpage constant. C'est comme la différence entre un steak et le steak que ta mère t'a découpé pour que tu le manges. Fait que je trouve qu'il y a une pauvreté au niveau texture. C'est pour ça que le graphisme, c'est particulièrement intéressant sur le web aussi, parce que tu peux faire quelque chose de 2D qui est plus poussé. En tout cas, c'est de se poser des questions constructivement comme ça. Moi aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en tout cas, si vous regardez tous les derniers sites web que j'ai faits, c'est juste des grosses bandes verticales. Il n'y a même pas de page. Ça scroll, ça scroll, ça scroll. Puis en passant, il y a une limite. Hein. C'est une des premières questions que j'ai posées quand je réalisais des projets web. Juste combien loin on peut aller par là, puis combien loin on peut aller par là. Puis il y a une limite. Peut-être qu'il n'y en a plus maintenant, parce qu'au début, il y avait une limite de 9000 quelques. Puis j'ai dit, on va faire un projet qui va aussi loin que possible vers la droite. Ça, je n'ai pas réussi à le passer. Puis moi, c'est ça qui m'amuse aussi. C'est des jouets, tout ça. Ce n'est pas des buts de civilisation. C'est comme... Nous allons tous devenir numériques, puis on va uploader nos mémoires, puis ça ne sera plus nous, sur la toile, comme dans les romans des années 80, comme Neuromancer, puis tout ça. C'est drôle comment tout cet imaginaire-là, quand on voit, excusez, là, je parle un peu en fragmentation, quand on voit Elon Musk, on a l'impression qu'il a arrêté de lire à 14 ans. C'est après qu'il ait lu Jean Ray Bradbury, puis tous les romans de science-fiction classiques, puis là, il fait des fusées qui ont l'air de la fusée de Tintin. Il fait des affaires, c'est comme genre un petit gars de 12 ans que tu aurais mis en charge de l'imaginaire public. Tu sais, c'est vrai, là, tout le design, toutes les idées même, c'est des idées de romans de science-fiction qu'on a lus. Tu sais, il a le même âge que moi, lui, à peu près, là. Il a beaucoup plus d'argent. Mais c'est toutes des affaires qu'on a lues en même temps. C'est un imaginaire qui s'est déposé. Puis là, tu as des technologues qui font ça. Tu sais, puis c'est comme si les idées de ces millionnaires-là de la technologie, c'est comme des romans de science-fiction qu'on a lus, puis qui ne sont pas mauvais, là. Ray Bradbury, moi, je l'aime, là, presque autant que Peanuts. Tu sais, mais Ray Bradbury, je veux dire, tu sais, même Interstellar, c'est comme une mauvaise nouvelle de Ray Bradbury en mash-up, là. Tu sais, puis c'est ça que je trouve drôle, c'est comme il y a un imaginaire, moi, que... Tu sais, à un moment donné, tu découvres Ballard, Beckett, là, tu te fais du mal. Puis après, tu reviens vers une littérature de plus en plus ouverte, de plus en plus diversifiée. Des fois, tu revisites ces vertes lectures-là. Mais la littérature publique
de Tesla, mettons, ben, c'est ce qu'on lisait quand on avait 12 ans avant de devenir des littéraires de choc. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, tu te dis, ouais, il n'est pas en train de lire Joseph McElroy, là, où un homme dans PLOS devient un jardin orbital qui développe une nouvelle forme de conscience après son cancer terminal parce qu'il est mis en orbite dans un jardin autour de la Terre puis il se pousse un corps avec des laitues. Là, ça devient intéressant, à mon avis. Mais c'est une science-fiction écrite à la Beckett. La deuxième partie, le langage de ce jardin orbital. Là, de quoi qui se passe? Là, la littérature va vers l'impossible. Elle va vers quelque chose qu'elle invente, puis qu'il n'est pas nécessaire que ça existe de façon technologique. Mais vous voyez ce que je veux dire? Il y a comme une normalisation de l'imaginaire. Mais c'est peut-être aussi parce qu'on est en train de... parce qu'on on est dans l'enfance de quelque chose. Et donc, merci René Audette pour ton commentaire question. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait intervenir? Sinon, je passerai avec la dernière question ouverte qui mettrait fin à cette rencontre avec Daniel Canty qui va se terminer dans environ 12 minutes. Oui. On voit l'horloge. Oui, c'est ça. Pas en plein. Et donc, je me disais peut-être qu'on est dans l'enfance de quelque chose. Donc, qui dit révolution culturelle, je reviens à cette idée de révolution culturelle et cognitive. Donc, qui dit révolution culturelle dit changement de culture. Donc, si Daniel est un contemporain de l'aube de cette révolution culturelle-là, ça veut dire qu'elle est très, très jeune. Donc, si c'était le cas, qu'est-ce qu'elle serait, cette culture nouvelle? Qu'est-ce que tu entrevois? Est-ce que tu entrevois, je devine un peu la réponse, là, mais est-ce que ça t'inspire de l'espoir? Ou l'espoir, où est-ce qu'on le trouverait? Oh, moi, je trouve que tout œuvre artistique, tout geste artistique est un geste d'espoir. Je le dis tout le temps, là, je viens d'enseigner un cours de questions de création littéraire. Je dis même les œuvres les plus sombres, les plus suicidaires, les plus pactées de nihilisme, c'est quand même des œuvres qui ont été formulées. Fait qu'il y a un geste d'espoir en quelque part. Il y a quelqu'un qui a investi une futurité, même si elle était dans le geste immédiat de se poser sur le papier. Puis moi, en fait, j'ai peut-être l'air... moi, je pense que cette résistance que je vis dans mon fort intérieur, c'est une forme d'optimisme, en fait, parce que je continue à essayer d'inventer des choses. Puis je pense qu'il y a toute une communauté de personnes aussi qui fait ça, toute une gang de monde qui sont impliqués dans des entreprises comme ça. Il faut juste faire attention de ne pas se soumettre à des idéologèmes ambiants, comme si c'était la seule façon de vivre le présent. Puis c'est sûr, on a des problèmes au Québec de représentation de la culture. On focalise sur quelques personnages, puis ça finit là. Puis après, les gens disent que ce n'est pas unique au Québec, mais il y a quand même une façon au Québec particulière d'invoquer le gros bon sens, puis les coups de cœur, puis l'émotion brûlante, puis etc. Fait que tu sais, on a une esthétique dominante. Et puis, quand tu ne te situes pas là-dedans, ben, c'est sûr qu'il y a un combat partiel. Puis je trouve aussi qu'il y a au niveau de l'administration des arts, au sens de notre système, moi, je suis tanné de me faire dire qu'on est super privilégié. Je ne trouve pas qu'on est chanceux d'avoir les conseils des arts, etc., parce qu'il y a beaucoup d'endroits où ils n'ont pas ça. Mais là, il faut avoir une vraie réflexion sur quand on voit des statistiques comme que les écrivains font en moyenne 3 000 $ par année de leur travail artistique. Pour moi, c'est alarmant parce que tu peux avoir une pratique pendant des décennies puis être encore pogné là. Fait que moi, ce que je voudrais, c'est des vraies réflexions matures et responsables autour de ces questions-là. Et arrêter de croire que l'écrivain vit dans le nuage, là, dans les nuages, pardon, les vrais, là, pas l'autre, ce qui est aussi vrai, mais qui est autre chose, mais qu'on a quand même une capacité d'analyse de nos situations, puis il va falloir commencer à agir politiquement réellement. Ce n'est pas juste le changement de la loi sur le statut de l'artiste, c'est un jalon important, mais il faut réfléchir à nos processus, puis à ce qu'on permet, à ce qui est permis d'exister, puis comment c'est policé tout ça, comment les rapports sont faits, puis il faut que les calculs, on les présente encore et encore. Là, je dérive, là, mais il y a vraiment une question qu'il y a un écosystème qui n'est pas dans le développement durable dans les arts. Puis il faut être optimiste face à ça, mais il faut être aussi un peu activiste, puis le réclamer à chaque fois, et puis essayer de voir comment on peut continuer
à créer une culture de l'invention, pas juste une culture de la normalisation. Puis moi, le discours sur le numérique public, je le trouve creux. Je trouve qu'il manque de contenu. Puis je sais qu'il y a plein de gens qui réfléchissent, on en a la preuve ici. Mais à un moment donné, il faut se responsabiliser là, face à tout ça. Puis je sais que la naïveté générale, comme d'épouser les outils, comme si c'était des choses qui existent comme l'eau, c'est genre Zoom, soudainement, Zoom est là. Puis tu sais, imagine, eux, en 2 mois, ils sont devenus un mot dans la langue commune. Tu sais, c'est fucké. Là. Ça n'existait même pas l'an dernier, cette affaire-là, pour la plupart des gens. Ça, c'est nouveau aussi. Là, puis là c'est passé dans la langue commune en quelques mois. Fait qu'il y a quelque chose de... C'est comme Michel Serres, il disait 20 000 nouveaux mots là, à l'Académie française. Tu sais. Puis d'ailleurs, il a fait une erreur quand il parlait des courriels. Là, comment il appelait ça? Des agnelles, ou je sais pas quoi. Agnelles. C'était drôle. Oui, c'est tellement sympathique. Mais bon, en tout cas, tu sais, je veux pas... moi, j'aime pas ça après quand les gens disent « Ah, mais ça, ils peuvent penser ce qu'ils veulent, mais c'est les gestes posés qui sont l'incarnation de l'optimisme. » Puis c'est d'essayer de continuer à négocier un contexte aussi où tu peux créer des œuvres qui ont du sens du point zéro à leur point oméga, comme dirait Teilhard de Chardin. Je trouve que le discours sur le numérique, en plus, est tellement empreint de religiosité, puis de millénarisme, puis de révélation. Moi, j'aime ça, le spirituel. Je n'ai rien contre ça, même que je trouve que c'est une des affaires qu'on néglige le plus, puis au nom du numérique aussi. Mais bon, en tout cas, la question de base, là, Simon, c'était finalement comment j'entrevois l'avenir. Mais moi, je pense que l'avenir, on ne le devine pas. Puis ce qu'il faut se rappeler, puis ce qui est le point, entre autres, qui passe en filigrane dans mon texte, c'est que ce sont des choix qu'on fait. Ce sont des choix. Donc, on est les auteurs de ce contexte. On n'est pas simplement ses victimes. Ce n'est pas une fatalité. C'est à négocier. Un contexte politique est à négocier. Quand nos leaders font des choix dans une démocratie, on a le droit de les questionner. On a même le devoir de les questionner, comme l'opposition a fait au moment du couvre-feu. Fait que tout ça, là, pour moi, c'est lié aussi à cette espèce de déferlante qui nous dit « c'est normal, c'est ça maintenant ». Ben non, ça n'avait pas à être ça, puis ça n'a pas à être ça tout le temps, puis ça ne le sera pas. Fait qu'il faut... Tu sais, c'est comme mon père que j'adorais qui me disait souvent que veux-tu, on ne change pas le monde. Je dis, ben le monde, il change constamment. Fait que oui, on a un levier face à ce qui arrive, même si c'est minime. Puis un écrivain, en quelque part, ben, tu sais, quand tu m'as demandé c'est quoi la littérature, je vous ramènerai à la première phrase de La Somme des pas perdus, qui est « Qu'est-ce qu'un écrivain, sinon l'incarnation d'un sentiment particulier? » C'est ça un individu aussi à la base. Fait que c'est en quelque part un style de vie, si vous voulez, une forme de vie à affirmer face à un contexte qui se présente comme une objectivité, comme quelque chose d'objectif. En tout cas, c'était vraiment emberlificoté comme réponse, mais je pense qu'il y a des éléments qui flottent dans cet espace, comme dans la baignoire. Il y a un canard. Ah, ben, bien sûr, Daniel, que tu allais terminer avec une baignoire. Donc, en fait, on a reçu une question un peu dernière minute des auditeurs sur Facebook, mais je ne suis pas sûr qu'on ait le temps d'y... J'y vais? D'accord. Alors, donc, c'est une personne qui s'appelle Joblo Tikaka. Je pense que c'est un pseudonyme qui demande, en tout cas, il te demande de partager tes réflexions sur l'influence des écrans sur notre rapport, donc des écrans, autrement dit, la multiplication des écrans, des différentes plateformes numériques, sur notre rapport à la picturalité. Eh boy! Ouais, je trouvais que c'était un développement à 4 minutes de la fin. Question, on va retourner à la grotte de Lascaux. Non, mais c'est sûr qu'il y a une texture numérique. Je vais faire comme à la radio. Alors, vous avez 30 secondes. Je suis un ami à Londres qui me disait j'ai jamais vécu d'expérience fondamentale esthétique sur le web. Quelqu'un qui dessinait beaucoup, puis qui dessine surtout. Puis, tu sais, ça m'avait frappé comme énoncé, surtout que moi, je faisais des sites web, entre autres. Et puis, c'est sûr qu'il y a une question de texture, tu sais, avec cette lumière saturée. On a beau, là, l'écran Retina, là, puis blablabla. Puis tout ça, tu sais, c'est quand même
y a un langage visuel là, qui est assez... moi, j'aimerais ça avoir, par exemple, des écrans d'encre électronique semi-colorés. Il y a plein d'affaires technologiques qu'on pourrait explorer. Aussi, comment projeter la lumière plutôt que de la recevoir d'en face depuis la matrice de l'écran ou la détourner. Fait que, tu sais, il y a tout un rapport aussi simplement à comprendre c'est quoi cette texture-là, puis qu'est-ce qu'elle fait bien, quelle palette de couleurs tu peux utiliser, comment tu peux... c'est saturé, là, la lumière numérique, c'est une lumière saturée. Fait que c'est pas Caravage, là. Fait que, il faut que tu comprennes avec quoi tu travailles quand tu travailles avec quelque chose. Puis ça, YouTube, par exemple, au niveau du cinéma, des gens qui sont comme ah ouais, tout est là-dessus. Ben oui, mais c'est pas mal différent écouter The Third Man sur ma TV de grandeur raisonnable que de voir ça au cinéma. Là, tu vas pas recevoir l'expérience de la même façon. Fait qu'il y a une influence sur l'échelle, sur la couleur, sur la texture. Puis il faut être conscient de ces choses-là quand on travaille dans... je sais pas, mon début de Zoom, là, je me suis mis à faire des dessins sur les possibilités d'interaction avec l'écran et de mise en abîme, puis des choses comme ça. Je me dis, qu'est-ce que je pourrais faire qui va comme créer une architecture justement à l'intérieur de cette structure contraignante-là. Ça, c'était après avoir vu la pièce de théâtre, ça peut vous intéresser, du Bielo-Russian Free Theater, qui ont fait une adaptation du roman A School for Fools, qui est un roman canadien écrit par un Russe, qui est excellent, une sorte de légende du charme russe, russo-ottawaien, et dont le père travaille dans le service diplomatique canadien, mais ils ont adapté ça au théâtre au début du confinement, un théâtre exilé politique, et puis ils ont utilisé la plateforme comme des fois il y avait des chicanes de couple avec une table qui passait des deux côtés des carrés Zoom, puis là tu voyais la table, mais c'était deux tables, passer d'un côté et de l'autre, puis des gens qui traversaient les séries de carrés, puis tout ça. Fait que là, il y avait une exploration justement de la picturalité de cet espace-là, puis de la capacité de le naviguer puis de le transformer. C'était ramené dans un vrai espace. Ramené dans un vrai espace tridimensionnel. Il était chacun isolé. Il était chacun isolé, puis le théâtre devenait la mosaïque Zoom. Parce que sinon, si c'est nos écrans, en fait, une médiation de la matière, où la matière réelle est toujours la même, à savoir la surface lisse de l'écran. Tu ne peux pas avoir la texture de la peinture. L'image ne va pas varier en fonction de la lumière ambiante. Un peu, si tu demandes des contrôles. C'est une ère de la médiation, en fait. Oui, il y a des belles expériences au début du web là, qui sont encore disponibles en ligne, comme John Maeda, là, qui faisait beaucoup d'expériences sur la tolérance, justement, des différentes interfaces, puis des expériences avec la vision. Tu sais, quand tu dis tu peux contrôler le degré de luminosité, tu peux envoyer toutes sortes d'instructions à ton usager pour modifier la perception de l'environnement en ligne aussi. Mais il faut apprendre à les réfléchir, ces choses-là. C'est toujours par la médiation d'un écran dont la matérialité ne peut varier par définition. Pourquoi ils nous ont foutu des écrans dans le métro? Moi, j'aurais mieux aimé. Là, Daniel, on ne rentre pas là-dedans. Je suis rendu à vous remercier, en fait. On n'a malheureusement pas le temps d'aborder les écrans dans le métro, ni même les réseaux sociaux, par ailleurs, qui serait une autre boîte de Pandore. Et donc, boîte noire. Donc, je vous remercie, donc les participants sur Zoom, aussi les gens qui nous ont suivis sur Facebook, pour ne pas nommer la compagnie. Et puis, la prochaine rencontre aura lieu avec Léa Kim, Léa Kim Châteauguay, ou Châteauneuf, comme Léa Kim Châteauneuf. Deux fois là! Hein? Quoi? On te voit derrière Frédéric. Oui, je sais, j'ai fait exprès. Là, on voit bien que je suis à plus de 2 mètres. Là. Et donc, la prochaine rencontre sera avec Léa Kim Châteauneuf, qui est président de Wikipédia Canada, et ça va porter sur la découvrabilité. Donc, on annoncera la date, justement, là, sur nos différentes, à travers nos différents canaux de communication. Merci encore à tous. Oui, sur les écrans, excellent. Et puis, à une prochaine fois.